Je me souviens de la pluie ce matin-là. Une pluie fine, obstinée, typiquement bordelaise, qui me collait au visage comme une gifle froide. Mon tailleur gris était trempé, mes chaussures pleines d'eau, et malgré cela, je n'avais qu'un seul objectif en tête. Obtenir ce stage au cabinet Lemoine et Associés pour un cabinet d'affaires prestigieux, installé rue Vital-Carle, à 2 pas de la cathédrale Saint-André, là où les ambitions se croisent comme des lames-poing. J'avais 24 ans. Une Master 2 en droit des affaires, mention bien, quelques stages honorables à Toulouse, et une volonté que beaucoup auraient qualifiée d'aveugle. J'étais prête à tout, ou presque. Ce que je n'avais pas prévu, c'était Je l'ai vue pour la première fois dans la salle de réunion du cabinet, grande, droite, ses longs cheveux bruns relevés en un chignon sévère. Elle n'était pas censée être là. On m'avait dit que ce serait l'un des associés juniors qui me ferait passer l'entretien. Mais c'est elle qui est entrée, sans prévenir, avec cette manière d'occuper la pièce sans un mot. Elle a posé son sac en cuir sur la table et m'a simplement regardé. Mademoiselle Delma, c'est bien cela ? Oui. Claire Delma. Je suis maître Juliette Vernet. Je prendrai le relais pour cet entretien. Son ton était sec, neutre, presque ennuyé. Je me suis redressée sur ma chaise, le cœur battant. Juliette Vernet. L'associée star du cabinet. Celle qui avait fait plier un conglomérat allemand dans un arbitrage international retentissant. Une légende silencieuse. On disait qu'elle était brillante, glaciale, inaccessible. L'entretien a duré 45 minutes. 45 minutes où j'ai dû prouver que je méritais d'être là. Elle ne souriait jamais. Ne hochait pas la tête. À la fin, elle s'est levée, a ramassé son sac et m'a dit « On vous rappellera. Je suis sortie dans le froid, convaincue que c'était terminé. Mais 2 jours plus tard, un mail m'attendait dans ma boîte. Vous êtes attendu lundi à 9h. Cabinet Lemoine et Associés. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce stage allait détruire tout ce que je croyais savoir de moi-même. Je suis arrivée le lundi, à l'heure, bien sûr. Les couloirs du cabinet sentaient le bois ciré et le café trop amer des machines automatiques. On m'avait attribué un petit bureau vitré, sans fenêtre, juste à côté du secrétariat. Ma mission, assister maître Vernet. Exclusivement. Elle ne m'a pas salué ce jour-là. Elle est passée devant moi sans un mot, concentrée, les yeux rivés à son téléphone. J'ai passé la matinée à classer des dossiers, à répondre à des mails et à relire des contrats. À 12h13 précisément, un message est apparu sur mon écran, Bureau 3A. Maintenant. Je me suis levée aussitôt. Bureau 3A, c'était le sien. Grand, lumineux, une vue directe sur les toits du vieux Bordeaux. Elle m'attendait, assise, une liasse de documents devant elle. J'ai besoin que vous vérifiiez ces clauses. Il y a des coquilles, je n'ai pas le temps. Et éviter les annotations inutiles. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Je me suis exécutée, les mains un peu tremblantes. Elle ne m'a pas regardée pendant que je travaillais. Elle tapait sur son clavier, rapidement, sans un mot. Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure qu'elle s'est levée pour aller chercher un café. Et c'est là, dans ce simple geste, que j'ai remarqué. Elle portait des escarpins vernis, noirs, trop élégants pour un lundi. Et un léger parfum de cèdre et de vanille. Je ne sais pas pourquoi ces détails m'ont frappé. Peut-être parce que c'était la première fois qu'une femme me troublait. Avant elle, je n'avais jamais aimé une femme. Ni même envisagé l'idée. J'avais eu des relations simples, prévisibles, avec des hommes qui ne me voyaient qu'à moitié. Avec elle, je me sentais regardée, même lorsqu'elle ne me regardait pas. Si tu lis encore, c'est que tu ressens déjà cette tension, ce mystère. Alors abonne-toi à Plume d'amour, ici, nous publions 2 histoires inédites chaque jour, toujours intensément françaises, toujours intensément passionnelles. Rejoins-nous et ne rate aucune rencontre qui pourrait bouleverser ton cœur. Ce jour-là, rien d'autre ne s'est passé. Mais je suis rentrée chez moi agitée, incapable de me concentrer. J'ai rêvé d'elle. De ses mains fines, de sa voix basse. J'ai rêvé qu'elle me disait mon prénom. Les semaines ont passé. Elle me confiait de plus en plus de travail. Elle ne me complimentait jamais, mais elle ne me corrigeait plus non plus. J'avais appris à anticiper ses demandes, à deviner ses silences. Parfois, elle s'arrêtait brièvement devant mon bureau, la main sur le rebord de la vitre, et restait là, sans rien dire. Ces instants me bouleversaient. Un soir, fin février, je terminais un dossier tard. Il faisait nuit,
Les bureaux étaient vides. Elle est passée derrière moi sans que je l'entende. Sa voix m'a fait sursauter. Point. Vous êtes encore là? J'avais presque fini ce contrat pour l'affaire Fournier. Point. Vous travaillez trop. Point. Elle s'est penchée légèrement, à regarder l'écran par-dessus mon épaule. Son visage était si proche du mien que j'ai senti sa respiration. J'ai tourné la tête, lentement, et nos regards se sont croisés. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de doux, d'inattendu. Point. Elle n'a rien dit. Elle s'est redressée, a ajusté sa veste. Point. Rentrez chez vous, Claire. Point. Elle ne m'avait jamais appelé par mon prénom. Point. Je suis restée là, immobile, longtemps après son départ. Point. Je savais alors que quelque chose avait basculé. Point. Que je ne pourrais plus jamais faire marche arrière. Le lendemain matin, je suis arrivée plus tôt que d'habitude. Je n'avais presque pas dormi. J'avais repassé 100 fois dans ma tête cette scène dans le bureau désert, son souffle contre ma joue, ce regard qui m'avait transpercé. Point. Surtout, ce prénom. Claire. Point. Elle ne l'avait jamais prononcé auparavant. Point. Je l'ai croisée à 9h07. Elle sortait d'un rendez-vous client, l'air concentré, le portable vissé à l'oreille. Elle ne m'a pas regardé. Pas un mot. Pas un signe. Comme si rien ne s'était passé. Comme si je l'avais imaginé. Point. Mais je ne l'avais pas imaginé. Point. La journée s'est étirée, dense, froide. Elle m'envoyait des mails brefs, clairs, comme toujours. Nous avons échangé 2 ou 3 phrases, tout au plus. Et pourtant, je sentais que quelque chose vibrait en dessous. Dans ses silences. Dans sa manière de me désigner des yeux quand elle parlait à d'autres. Points, ce fut comme ça pendant des jours. Des jeux d'évitement. Des tensions feutrées. Des micro-frictions dans l'air, presque imperceptibles. Mais moi, je les sentais dans ma chair. Point. Un mercredi soir, après une réunion interminable sur un dossier d'acquisition, elle m'a demandé de rester pour relire les dernières clauses avec elle. Il était presque 20h. Le cabinet était vide. La pluie tambourinait doucement sur les vitres. Point. Je m'étais installée à son bureau, à côté d'elle. Elle lisait un paragraphe en silence, un stylo entre les doigts. Point. Il faudra reformuler cette clause. Trop d'ambiguïté sur la garantie de passif. Point. J'ai hoché la tête, noté l'observation. J'essayais de rester concentrée. Vraiment. Mais sa main, posée près de la mienne sur la table, m'hypnotisait. Point. Et soudain, elle s'est arrêtée. A reposé son stylo. Et m'a regardé. Point. Vous m'évitez, non? Je me suis figée. Mon cœur s'est emballé. Point. Je ne crois pas, vous me regardiez autrement. Avant. Maintenant vous êtes sur la défensive. Point. Je n'ai pas su quoi répondre. Mon cerveau tournait à vide. J'ai juste dit, presque à voix basse, je ne sais pas comment vous regardez. Point. Elle a soutenu mon regard longtemps. Puis elle s'est levée. A contourné la table. Lentement. Point. Elle s'est arrêtée derrière moi. Je ne bougeais pas. Mon souffle était court. J'aurais pu m'en aller. Me lever, partir, faire semblant. Point. Mais je suis restée là. Point. Elle a glissé une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Ses doigts ont effleuré ma peau. Point. Est-ce que vous avez peur de moi, Claire? Ce prénom à nouveau. J'ai fermé les yeux. Murmuré, un peu. Point. Elle a posé ses 2 mains sur le dossier de ma chaise. Je sentais sa chaleur dans mon dos. Sa présence. Cette tension électrique dans l'air, presque insupportable. Point. Il vaudrait mieux, vous savez. Point. Elle est partie. Point. Les jours suivants, j'ai tenté de me convaincre que tout cela n'était qu'un jeu. Une provocation. Une mise à l'épreuve. Juliette Vernet était connue pour son exigence, sa dureté. Peut-être testait-elle mes limites. Point. Mais alors, pourquoi moi? Pourquoi ce trouble dans sa voix? Pourquoi ce frisson dans son geste? J'ai essayé de me recentrer. De faire mon travail. D'être irréprochable. Point. Puis un soir, alors que j'étais en train de ranger des dossiers au fond des archives, elle est entrée sans prévenir. La pièce était petite, à peine éclairée. Elle m'a rejoint, s'est penchée vers une étagère à quelques centimètres de moi. J'ai senti son parfum, encore. Celui que je commençais à reconnaître entre 1000 points. Vous êtes seule ici? Oui. Je terminais le classement pour l'audit. Point. Vous êtes toujours aussi consciencieuse? Je me suis tournée vers elle. L'entertainment. Nous étions si proches. Je pouvais presque sentir son souffle sur mes lèvres. Point. Vous jouez à quoi? Ai-je demandé, la voix tremblante. Point. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux dans les miens. Aucun masque. Point. À rien. Je vous regarde, c'est tout. Point. Et puis, sans prévenir,
Elle m'a embrassé. C'était un baiser silencieux, retenu, presque douloureux. Un baiser qui avait le goût du risque, de l'interdit, du manque contenu. Ses mains ont pris mon visage comme si elle avait attendu trop longtemps. J'ai répondu sans réfléchir. Je l'ai embrassée en retour. Quand elle s'est reculée, son regard était plus dur, plus lointain. Ça ne devait pas arriver. Mais c'est arrivé. Elle est partie sans un mot de plus. Je suis restée dans la pièce longtemps. J'avais les jambes qui tremblaient. Le cœur au bord des lèvres. Ce soir-là, je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. Je savais que quelque chose avait commencé. Et que cela ne pourrait pas rester secret longtemps. Il ne s'est rien passé pendant 4 jours. 4 jours pendant lesquels Juliette m'a ignoré avec une rigueur chirurgicale. Pas un regard. Pas un mot qui dépasse. Juste des consignes froides, envoyées par mail. Elle s'adressait à moi comme à n'importe quel autre stagiaire. Pire, comme à quelqu'un qu'elle ne voulait plus voir. Et moi, j'obéissais. Je faisais semblant. Mais à l'intérieur, j'étais un chaos. Je ne savais pas comment me comporter. Je ne savais même plus si ce baiser avait été réel. Peut-être l'avait-elle regretté aussitôt? Peut-être s'était-elle dit que j'étais une erreur. Une distraction. Rien d'important. Et pourtant, quand elle passait près de moi, je sentais son corps se crisper légèrement. Quand nos doigts se frôlaient par accident, elle se retirait aussitôt. Et il y avait dans son silence quelque chose de plus violent que les mots. Je pensais tout arrêter. Rédiger une lettre. Quitter le cabinet. M'éloigner. Mais je ne pouvais pas. Un vendredi soir, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai croisé Chloé, une collaboratrice de Juliette, dans l'ascenseur. Elle avait l'air détendue, une cigarette à la main. Tu bosses encore à cette heure-là? Je finissais les annexes pour le dossier du Villard. Tu fais bonne impression, tu sais. Même Juliette te ménage. C'est rare. Je me suis forcée à sourire. Elle n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. Ne te fie pas à son air. Elle ne montre rien. Elle est comme ça. Sauf quand elle aime. Et encore, je n'ai pas osé demander ce qu'elle voulait dire. Mais ces mots sont restés en moi. Elle ne montre rien. Sauf quand elle aime. Ce week-end-là, j'ai fui Bordeaux. J'ai pris un train pour Toulouse, chez mes parents. J'avais besoin de me raccrocher à quelque chose de familier. Ma mère préparait des gratins, me posait 1000 questions sur le cabinet, sur ma santé, sur mes projets. Mais je ne disais rien. Comment aurais-je pu leur dire que j'étais tombée amoureuse d'une femme, de mon associé, d'une femme plus âgée, inaccessible? C'était impensable. Je suis revenue le dimanche soir. Mon ventre se nouait à l'idée de la revoir. Le lundi, tout était redevenu mécanique. Rhythm. Prévisible. Puis, le mercredi, elle m'a convoquée dans son bureau. C'était en fin de journée. J'ai frappé. Elle a dit « Entrez ». Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Je me suis assise. Elle a refermé son ordinateur. Puis elle m'a regardé. Je vous ai blessé? J'ai dégluti. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Ce baiser n'aurait pas dû avoir lieu. Pourquoi? Parce que je suis une femme? Non. Parce que je suis votre stagiaire? Oui. Et parce que je ne veux pas vous faire de mal. Elle semblait fatiguée. Sincere. Sa voix était presque fragile. Rien à voir avec l'autorité habituelle. Vous m'en faites déjà, dis-je doucement. Elle s'est levée. A marché jusqu'à la fenêtre. Ses mains tremblaient légèrement. Vous me plaisiez dès le premier jour. Mais je me suis dit que ça passerait. Et ça n'est pas passé. Elle m'a regardé, longuement. Puis elle a murmuré « Non. Ce n'est pas passé. Il y a eu un long silence. J'entendais mon propre cœur battre dans mes tempes. Et puis j'ai dit « Alors embrassez-moi. » Elle a fermé les yeux. Hesite. Puis elle est revenue vers moi. Lentement. Elle m'a embrassé à nouveau. Pas comme la première fois. Cette fois, il y avait du feu. De l'abandon. Elle m'a prise dans ses bras, m'a serrée contre elle comme si elle avait eu peur de ne jamais le faire. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. Peut-être 10 minutes. Peut-être 1 heure. Puis elle a reculé. Pris une grande inspiration. Je ne veux pas qu'on se cache. Mais je ne peux pas tout risquer non plus. Qu'est-ce que vous risquez? Plus que vous ne le pensez. À partir de ce soir-là, tout a changé. Nous ne parlions pas des « nous », jamais. Il n'y avait pas de déclaration, pas de projet. Mais il y avait des gestes,
des rendez-vous discrets, des regards dans les couloirs. Elle me retrouvait parfois dans l'ancienne salle d'archives, ou dans son bureau après la fermeture. Toujours tard. Toujours dans le silence. Et je la laissais me découvrir comme personne ne l'avait fait. Elle était douce, attentive, passionnée. Et pourtant, chaque moment partagé était une prise de risque. Un jour, alors que je quittais son appartement du quartier Saint-Seurin à l'aube, elle m'a dit en refermant la porte: « Si quelqu'un apprend ce qui se passe entre nous, je perds tout. » Je me suis arrêtée sur le palier. Me suis retournée. Et moi? Vous croyez que je ne perds rien? Elle n'a pas répondu. C'est ce matin-là que j'ai compris. Nous n'étions pas égales. Elle avait le pouvoir. Et moi, je n'avais que le vertige. Mars avançait comme une lame douce. Les jours rallongeaient, mais moi, je raccourcissais. Je me sentais prise dans un espace minuscule, le silence, le secret, l'attente. J'étais amoureuse. Perdue. Inutilment lucide. Nou setions devenues experts en codes muets. Une main posée trop longtemps sur un dossier, un message anodin envoyé tard le soir, un mot surligné dans un contrat comme un aveu caché. Elle n'était pas tendre tous les jours. Parfois, elle m'ignorait délibérément pendant les réunions. Parfois, elle me parlait sèchement devant les autres, comme pour effacer ce que nous étions dans l'ombre. Et moi, j'encaissais. Parce qu'après, dans une voiture garée à l'écart ou dans un coin oublié du cabinet, elle me prenait la main avec cette même fermeté. Cette chaleur qui me désarmait. Je n'aimais pas ce double jeu. Mais je l'aimais, elle. Un soir, après un dîner improvisé chez elle, une quiche au saumon, une bouteille de vin blanc ouverte sans cérémonie, elle m'a confié quelque chose d'étrangement vulnérable. Tu sais, je n'ai jamais su garder quelqu'un. J'ai reposé mon verre, surprise. Pourquoi? Elle a souri, triste. Je crois que je fais peur. Je contrôle tout, je ne dis jamais ce que je ressens. Et puis je suis mariée à mon travail. Et moi? Je suis quoi, alors? Une distraction? Une entorse à la règle? Elle a approché son visage du mien. M'a effleuré du bout des lèvres. Tu es la seule chose que je ne contrôle. Je n'ai pas su quoi répondre. Mais cette phrase est restée en moi comme une brûlure lente. Les jours ont passé. Je vivais entre deux mondes. Celui du cabinet, structuré, exigeant, implacable, et celui que nous avions inventé à deux, fait de rendez-vous volés et de silences chargés. Mais je commençais à suffoquer. Je n'étais plus une simple stagiaire. J'étais sa faiblesse. Son secret. Son risque. Cela a fini par se voir. Un jeudi matin, Maître Cazeneuve, l'autre associé principal du cabinet, m'a convoqué. Il voulait, disait-il, me parler de mon avenir. Vous êtes brillante, Claire. Vous travaillez vite, bien, et vous tenez la pression. Merci, maître. Mais je vais être direct. Certaines personnes s'interrogent sur votre proximité avec maître Vernet. J'ai eu une seconde de panique. J'ai tenté de rester neutre. Je travaille sous sa supervision directe. Oui. Mais pas seulement, apparemment. Il m'a regardé longuement. Puis il a dit, plus bas, soyez prudente. Les apparences ont un prix. J'ai quitté la pièce avec les jambes flageolantes. J'ai couru dans les toilettes du 6e étage et j'ai vomi dans le lavabo. C'était en train de nous échapper. J'ai voulu lui en parler le soir même. Elle a refusé. On ne peut pas se voir ce soir. J'ai un dîner avec le bâtonnier. Ce n'est pas possible, Juliette. On ne peut pas faire comme si. On ne peut pas faire comme si on ne risquait rien, Claire. Tu crois que c'est un jeu? Que je peux tout sacrifier parce que j'ai envie de toi? Moi aussi je perds quelque chose. Ma dignité. Mon équilibre. Tu te caches, tu décides, tu disparais dès que ça devient réel. Elle s'est figée. Je ne suis pas prête à tout perdre pour une histoire qui ne tiendra peut-être pas de moi. Je l'ai regardée comme on regarde une claque. J'ai senti ma gorge se serrer. Alors c'est ça que je suis pour toi? Une histoire? Une parenthèse? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que tu penses. Je suis sortie sans la laisser répondre. Pendant 3 jours, elle n'a pas cherché à me contacter. Je continuais à venir au cabinet. Je faisais mon travail. Je ne croisais même plus son regard. Puis un matin, en ouvrant mon casier, j'ai trouvé une enveloppe. Manuscript. Mon prénom. À l'intérieur, un billet de train pour Paris, aller retour. Un mot, ce week-end. Je t'attends. C'était Juliette. Toujours incapable de dire. Mais toujours prête à agir. J'ai hésité. Je suis restée des heures à fixer le billet,
à faire des listes mentales de ce que je risquais, de ce que je méritais. Mais le samedi matin, j'étais dans le TGV. Elle m'attendait à Montparnasse, les cheveux détachés, sans tailleur. Une robe noire, simple. Presque vulnérable. Elle m'a embrassé sur le quai. Publicment. Sans se cacher. J'ai compris. Elle avait fait son choix. Ce week-end à Paris, je ne l'oublierai jamais. Nous avons marché au jardin du Luxembourg, dîné dans une brasserie anonyme du 14e, dormi dans un petit hôtel près du canal Saint-Martin. Elle riait plus que d'habitude. Elle me racontait ses années à Sciences Po, ses premières plaidoiries, son père qui l'avait coupé de tout soutien financier quand elle avait annoncé qu'elle ne voulait pas épouser son fiancé d'alors. Nous étions vrais. Enfin. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que ce bonheur portait une date de péremption. Le dimanche soir, dans le train du retour, elle m'a regardé longuement. Et elle a dit : si je perds ce cabinet, je veux que tu sois avec moi. Peu importe ce que ça signifie. J'ai pris sa main. Je ne veux plus me cacher. Ni pour toi, ni pour moi. Elle a murmuré. Alors il va falloir être courageuse. Les jours qui ont suivi notre retour de Paris ont tout changé. Pas à l'extérieur. Tout semblait identique. Mais à l'intérieur de moi, une ligne avait bougé. Je n'étais plus une proie. Ni une distraction. J'étais une femme qui aimait une autre femme, et qui l'assumait. Juliette ne me touchait plus dans l'ombre, elle me regardait dans la lumière. Elle ne souriait pas en public, bien sûr. Elle ne savait pas faire ça. Mais elle ne m'évitait plus. Elle n'effaçait plus les traces. Ce fut justement cela, le danger. Le mardi suivant, une note anonyme a été glissée dans la boîte aux lettres du cabinet. Pas adressée. Pas signée. Une feuille blanche. Vous compromettez l'intégrité du cabinet. Vos relations privées affectent la hiérarchie. Cela doit cesser. Juliette a reçu la même note dans son casier personnel. Quand elle me l'a montrée, dans son bureau fermé à clé, elle était livide. Ils savent. Ce n'est pas une preuve. Ce n'est qu'un mot. Non, Claire. C'est une déclaration de guerre. Elle s'est levée, a tourné en rond dans la pièce comme une lionne prise au piège. Je dois réagir. Si je laisse passer ça, c'est fini. Ils me pousseront vers la sortie. Tu crois que c'est Cazeneuve ? Ce n'est pas son style. Mais quelqu'un parle. Quelqu'un nous observe. Je me suis approché d'elle. J'ai pris sa main. Pour la première fois, elle ne l'a pas rendue. Elle a reculé. Repris sa carapace. Je vais devoir te retirer de mes dossiers. Officiellement. Quoi ? Tu restes au cabinet. Mais tu travailleras avec un autre associé. On dira que c'est pour ton évolution. Que tu as besoin d'une autre approche. Tu me dégages ? Je te protège. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. Je me suis éloignée d'elle. Tu protèges surtout ta place. Ton image. Elle a baissé les yeux. Et n'a rien dit. Les jours suivants furent les pires. Je travaillais désormais avec Maître Laurent, un avocat plus jeune, désorganisé, mais sympathique. Officiellement, j'étais en rotation. En vérité, j'avais été exilée. Juliette ne me parlait presque plus. Nous nous croisions parfois dans les couloirs. Elle me saluait à peine. J'étais redevenue invisible. Et ce retour au néant me détruisait plus que le secret. J'y passais mes soirées à marcher seule dans Bordeaux. Rue Sainte-Catherine. Les quais. Le jardin public. J'attendais un message. Un mot. Mais elle se murait dans le silence. Puis, un vendredi soir, à la sortie du cabinet, alors que je prenais mon vélo, elle est apparue. Juliette. En manteau beige, les cheveux défaits, sans maquillage. Viens avec moi, dit-elle simplement. Je n'ai rien demandé. Je l'ai suivie. Elle m'a emmenée dans un appartement que je ne connaissais pas. Pas le sien. Un meublé discret, au dernier étage d'un immeuble ancien, près de la place du Palais. C'est mon refuge. Je le garde depuis des années. Personne ne sait que je viens ici. Elle a refermé la porte. Puis s'est approchée de moi. Tu crois que je t'ai abandonné. Mais je me suis battue tous les jours pour que tu restes ici. Que tu ne sois pas écrasé par ce que nous avons fait. Je l'ai regardée, les larmes aux yeux. Moi, je ne voulais pas être protégée. Je voulais être choisie. Elle a caressé ma joue. Lentaiment. Elle tremblait. Alors choisis-moi aussi. Même si c'est bancal. Même si c'est dangereux. Puis elle m'a embrassée. Longment. Profondément. Nous avons fait l'amour cette nuit-là comme on se sauve. Comme on brûle ce qui reste à brûler. Mais au matin, la réalité nous a rattrapés. Une convocation nous attendait toutes les deux dans les bureaux de la direction. Une réunion exceptionnelle.
avec Cazeneuve. Les associés principaux et une représentante du Conseil de l'Ordre. Quelqu'un n'avait parlé. Officiellement cette fois. Le rendez-vous était fixé au lundi matin. Nous avions tout le week-end pour nous préparer. Ou pour nous déchirer. Elle est restée avec moi dans l'appartement ce samedi-là. Sans parler, sans jouer. Juste elle, juste moi. Nous avons cuisiné des œufs brouillés, bu du café noir, lu des arrêts de jurisprudence pour se distraire. Le soir, elle m'a pris dans ses bras et m'a demandé « Si je perds tout, tu resteras ?» J'ai répondu sans hésiter « Je resterai même si c'est toi qui pars. » Elle a pleuré cette nuit-là. En silence. La tête sur mon ventre. Le lundi, nous nous sommes habillés comme pour un procès. Elle en tailleur bleu nuit. Moi en robe noire sobre. Pas un mot dans l'ascenseur. Pas un mot dans le couloir. Juste nos doigts qui se sont frôlés une dernière fois avant de franchir la porte. Cazeneuve nous attendait. Entouré. Le ton était froid, administratif. On nous reprochait un comportement incompatible avec l'éthique hiérarchique. On nous accusait d'avoir compromis des décisions, biaisé des arbitrages, mis en péril la confiance des clients. Juliette s'est levée. Elle a regardé chacun d'eux dans les yeux. Et elle a dit « Je n'ai jamais compromis aucune décision. J'ai aimé cette femme. C'est tout. Si cela me coûte ma place ici, alors je la laisse. Puis elle s'est tournée vers moi. Mais je refuse de vivre dans le silence. Désormais. Il ne s'y attendait pas. Moi non plus. Elle venait de tout risquer. Pour moi. Quand nous avons quitté la salle de réunion, il n'y avait plus rien à dire. Juliette avait claqué la porte doucement, presque avec dignité. Personne ne nous avait retenus. J'étais hébétée. Pas triste, pas soulagée. Juste, suspendue. Elle marchait devant moi, ses talons résonnant sur le parquet ancien du cabinet. Elle ne pleurait pas. Ne parlait pas. Et moi, je la suivais. Comme toujours. Dans la rue, il faisait un froid sec, presque ironique. Bordeaux avait ce calme cruel des villes anciennes. Elle s'est arrêtée au bord du trottoir. S'est tournée vers moi. S'est fait. Oui. Tu regrettes ? J'ai secoué la tête. Non. Mais j'ai peur. Elle a souri. Un sourire las, mais réel. Moi aussi. Nous avons passé le reste de la journée enfermés dans ce petit appartement de la place du Palais. Le monde dehors continuait de tourner, mais pour nous, tout s'était arrêté. Elle avait posé sa veste sur une chaise. S'était allongée sur le lit. Sans rien dire. Je l'ai rejointe. Je me suis blottie contre elle, ma tête sur sa clavicule, là où je pouvais sentir son cœur battre. Et maintenant ? Ai-je murmuré. Maintenant, on respire. Et ensuite, on reconstruit. Elle a tourné la tête vers moi. Tu veux faire ça avec moi, Claire ? J'ai hoché la tête. J'avais 24 ans. Pas d'argent, pas de réseau, pas de plan B. Mais je savais une chose. Je voulais rester. Le lendemain, elle a envoyé un mail au cabinet, sa démission. Sans explication. Officiellement, elle partait pour raisons personnelles. La presse spécialisée n'a pas tardé à reprendre l'affaire. On évoquait une dissension stratégique entre associés. Personne ne parlait de moi. Elle m'avait protégée jusqu'au bout. Moi, j'ai terminé mon stage. Sans scandale. Sans éclat. J'ai reçu une offre d'un autre cabinet, plus petit, rue Fondodège. Un contrat court, mais légal. J'ai accepté. J'avais besoin d'exister par moi-même. Elle s'est tue. Quelques jours. Quelques semaines. Puis elle m'a proposé un dîner. Un vrai. Dans un restaurant à Bègle, au bord de la Garonne. Pas caché. Pas dissimulé. Elle avait changé. Un peu. Moins tendue. Moins cuirassée. Je suis en train de monter ma propre structure, m'a-t-elle dit. Toute seule ? Non. Avec une ancienne avocate de Marseille. On veut faire les choses autrement. Moins toxique. Elle a pris ma main sur la table. Les gens autour nous regardaient à peine. Tu veux qu'on vive ensemble ? J'ai cru rêver. Elle n'avait jamais dit ces mots-là. Pas comme ça. Pas dans le monde réel. Tu es sûre ? Non. Mais je n'ai plus envie d'avoir peur. Ni de te tenir à distance. Alors j'ai dit OUI.ET pour la première fois depuis des mois. J'ai cru que le mot nous pouvait exister. On a emménagé ensemble début juin, dans un appartement lumineux du quartier des Chartrons. 2 chambres, une grande cuisine, des murs nus qu'on voulait remplir de choses à nous. Le premier mois a été étrange. Presque trop simple. Trop doux. Je n'étais plus une stagiaire. Elle n'était plus mon associée. Nous étions juste 2 femmes qui essayaient d'apprendre à vivre ensemble. Elle se levait tôt, buvait son café noir en lisant Le Monde. Moi, je traînais en t-shirt, je faisais des crêpes. On écoutait Brassens le dimanche.
On allait au marché des Capucins. On faisait l'amour l'après-midi, parfois, comme si on rattrapait des années volées. Mais même dans cette paix nouvelle, une inquiétude planait. Quelque chose d'inachevé. Un soir d'orage, en juillet, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Je l'ai trouvée dans l'entrée, trempée, les cheveux en désordre, le regard sombre. Cazeneuve m'a appelé. Quoi? Ils veulent m'attaquer en justice. J'y me suis figé. Pourquoi? Rupture de clause de non-concurrence. Et atteinte à la réputation du cabinet. Ils disent que j'ai terni l'image de l'association. Mais c'est absurde. C'est légal. Et dangereux. Elle s'est assise sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Ils veulent m'écraser. M'humilier. Me faire passer pour une femme instable, irresponsable. À cause de toi. Non, Juliette. À cause de. Je me suis agenouillée devant elle. J'ai pris son visage entre mes mains. Tu ne seras pas seule. Je vais témoigner s'il le faut. On vas a batre. Ensemble. Elle m'a regardé avec une intensité rare. Ils vont essayer de te salir, toi aussi. Je m'en fous. Elle m'a embrassé. Été dans ce baiser, j'ai senti la guerre à venir. Le procès n'était pas encore lancé. Mais la pression, elle, avait déjà commencé. Des mails anonymes. Des articles de blog malveillants. Une plainte informelle déposée au Conseil de l'ordre. Juliette résistait. Mais je voyais ses nuits écourtées. Son sommeil agité. Son corps tendu. Et moi, je tenais. Pour elle. Pour nous. Mais parfois, en pleine nuit, je me demandais, avons-nous le droit d'aimer ainsi? Contre tout? Contre tous? Et je répondais, en silence, oui. Parce que c'est la seule chose vraie que j'ai jamais connue. Le mois d'août s'est abattu sur Bordeaux, avec la violence étouffée des étés urbains. Chaleur sèche. Volets clos. Les tramways ralentis par la torpeur. Mais chez nous, tout s'accélérait. Le précontentieux avait pris forme. Le cabinet Lemoine et Associés intentait une action pour rupture fautive du contrat d'associé, non-respect de la clause de loyauté, et, plus insidieusement, atteinte à l'image de marque du cabinet par conduite inappropriée au sein de la hiérarchie. Le mot inapproprié me glaçait. Leurs avocats demandaient réparation. Dommage. Intérêt. Et, plus sournoisement, la destruction d'un parcours. Juliette restait calme en apparence. Elle préparait sa défense comme une guerre propre, méthodique, lucide, glaciale. Mais moi, je la voyais la nuit, tournée dos à moi, les poings fermés. Je la voyais dans la salle de bain, ses yeux cernés dans le miroir. Je l'aimais dans cette fragilité-là aussi. Moi, j'avais décidé de parler. J'ai contacté une consoeur du cabinet où je travaillais désormais, Maître Poli, une avocate spécialisée en droit social. Elle m'a dit simplement, si vous témoignez, on vous attaquera aussi. C'est une guerre d'image. Je m'en fiche. Non. Vous ne vous en fichez pas. Mais vous aimez. C'est différent. Elle m'a demandé de raconter tout. Avec précision. Les dates. Les changements hiérarchiques. Les premières tensions. Je me suis retrouvée à écrire notre histoire non plus comme une mémoire intime, mais comme une pièce d'un dossier. C'était brutal. Mais nécessaire. Le 14 août. Une lettre recommandée est arrivée à notre nom. Maître Vernet et moi étions assignés à comparaître en conciliation préalable devant le Conseil de l'ordre des avocats de Bordeaux. Pas un procès encore. Une tentative de médiation. Mais tout le barreau serait là. Observant. Jugeant. Tu n'es pas obligé de venir, a dit Juliette. Je viens. Tu ne porteras pas sa seule. Elle n'a rien répondu. Mais elle m'a serré plus fort cette nuit-là. Le jour venu, je me suis habillée en blanc. Sobre. Solide. Juliette avait ressorti un tailleur noir qu'elle portait rarement, trop classique pour elle. Mais c'était un costume de bataille. Dans le tram, elle ne disait rien. Moi non plus. Mais nos mains ne se lâchaient pas. Le Conseil de l'ordre était réuni dans une salle austère du palais de justice, tout près de la place Pédage Berland. Et la chaleur était moite. L'air saturé de jugements silencieux. Face à nous, 2 représentants du cabinet Lemoine. Et leur armée de papier glacé. Derrière, des regards curieux. Des avocats, des collaborateurs, des gens qui murmuraient nos noms avec la bouche d'autrui. Une femme du conseil, sobre, a pris la parole. Maître Vernet, on vous reproche d'avoir entretenu une relation affective avec une stagiaire sous votre responsabilité directe, sans en informer l'association, et en maintenant cette situation pendant plusieurs mois, tout en participant à des décisions impliquant la dite stagiaire. Juliette s'est levée. Oui. C'est exact. J'ai aimé Claire Delma. Je ne l'ai pas exploitée. Je ne l'ai pas favorisée. Et je n'ai jamais mêlé mon affect à mes décisions professionnelles. Un murmure a traversé la salle.
Et vous, mademoiselle Delma? Vous confirmez cette version? Je me suis levée à mon tour. Mes genoux tremblaient. Mais ma voix était claire. Oui. J'ai aimé maître Vernet. Je l'aime encore. J'ai travaillé dur. Je n'ai jamais rien demandé en échange. Sauf peut-être d'exister à ses yeux autrement qu'à travers des règles. La salle est restée silencieuse. T pour la première fois. Je n'ai eu ni honte, ni peur. Le conseil n'a pas tranché ce jour-là. Ils ont dit qu'ils délibéreraient. Que d'autres auditions étaient nécessaires. Que le contexte devait être analysé en nuances. Mais nous savions déjà que ce combat allait durer. Qui n'était pas seulement juridique. C'était une lutte de génération. D'amour qu'on juge. Des libertés qu'on bâillonne. En rentrant à la maison, Juliette a allumé une cigarette, la première depuis des semaines. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me suis assise près d'elle, sur le sol de la cuisine. Et pourtant tu étais magnifique. Elle m'a regardé. Un silence. Tu crois qu'on survivra à ça, Claire? J'ai posé ma main sur son genou. Je crois qu'on n'a plus le choix. Nous avons traversé la fin de l'été dans un entre-deux étrange. Elle ni condamnée, ni blanchie. Ni recluse, ni libre. Mais nous étions ensemble. Elle écrivait des notes pour sa future structure. Moi, je travaillais tard au cabinet, refusant d'être réduite à une ex-stagiaire remarquée. Et certains soirs, on se couchait sans se toucher. Pas par colère. Par fatigue. Mais chaque matin, elle me réveillait d'un baiser sur l'épaule. Et je me disais: c'est là que je veux vivre. Un soir de septembre, elle est rentrée avec une bouteille de champagne. Ils ont abandonné la procédure. Je n'ai rien déité. Je suis restée là, les yeux grands ouverts. Le conseil a conclu à un manquement aux règles de prudence, mais pas de faute professionnelle. Je suis libre. Pas blanchie, mais libre. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai embrassée comme au premier jour. Et toi? Ai-je demandé. Moi? Est-ce que tu es libre de moi? Elle m'a souri. Non. Et je ne veux plus l'être. Nous avons bu, ri, dansé sur de la vieille variété française jusqu'à l'aube. Nous avions gagné quelque chose. Pas une victoire glorieuse. Mais un droit précieux. Le droit d'aimer sans avoir à se cacher. L'automne est arrivé à Bordeaux avec une douceur surprenante. Les feuilles des platanes flottaient dans les rues comme une promesse lente. Et nous, pour la première fois, vivions sans nous retourner. Juliette avait officiellement quitté le barreau pendant 2 mois, le temps que la poussière retombe. Elle travaillait sur son nouveau cabinet, plus petit, plus libre, avec des collaboratrices choisies. Elle m'avait proposé de la rejoindre. Pas comme stagiaire. Pas comme assistante. Comme associée future. Égalitaire. J'avais dit non. Pas encore. Je voulais prouver que je pouvais marcher sans m'accrocher à elle. Que je pouvais aimer sans dépendre. Mais chaque soir, je rentrais à la maison. Et elle était là. Un dimanche de fin octobre, nous avons pris la voiture et sommes partis dans le Lot, à Saint-Cirque-la-Popie. Elle connaissait une vieille maison en pierre où elle allait enfant. Nous avons marché des heures, dormi dans un lit trop petit, mangé des fromages forts avec du pain tiède, bu du Cahors sans étiquette. Le soir, près de la cheminée, elle m'a regardé longuement. Tu sais que je ne suis pas facile. Tu le hais moins que ce feu? Oui. Elle a ri. Je veux que tu restes. Je suis là. Non, Claire. Je veux que tu restes même quand ce sera dur. Quand je serai distante. Quand je perdrai pied. J'ai pris ses mains. Et toi? Tu resteras quand je douterai? Quand j'aurai peur? Quand je ne serai plus brillante? Elle a approché son front du mien. C'est pour ça que je t'aime. Parce que tu dis ça sans trembler. Et la vie s'est installée. Parfois douce. Parfois lourde. Elle reprenait peu à peu ses dossiers. Moi, j'étais engagée pour un CDD dans un cabinet spécialisé en droit du travail. Je travaillais plus que je ne vivais. Mais chaque fin de semaine, nous retrouvions un espace à nous, un café près de la place Fernand-Lafargue, un cinéma du côté de Talence, un banc au bord de la Garonne. Nous ne parlions pas d'avenir. Mais nous parlions de demain. C'était déjà immense. Puis un jour, elle a reçu un appel. Et sa mère. Une femme que je ne connaissais pas. Juliette avait coupé les ponts depuis des années. Mais cette fois, c'était sérieux. Un héritage. Son père, décédé à Paris, laissait une maison en Île-de-France. Et des dettes. Beaucoup. Je ne veux pas y aller, dit-elle. Tu dois. Pourquoi? Il ne m'a jamais acceptée. Pas en tant qu'avocate. Encore moins en tant que femme qui aime une autre femme. Et pourtant, c'est toi son héritière. Elle a soupiré. Tu viendrais avec moi? J'ai hésité. Puis j'ai dit oui. Nous avons passé 3 jours à vider la maison. Une grande bâtisse froide, pleine de meubles massifs, de portraits d'un autre siècle, de livres jamais ouverts. Elle était silencieuse. Méfiante. Mais chaque soir,
Elle posait sa tête sur mes genoux et fermait les yeux. Le dernier soir, dans le bureau poussiéreux, elle a trouvé une lettre non ouverte adressée à elle datée de 4 ans plus tôt. Elle a lu en silence. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Il s'excusait. De m'avoir rejeté. De m'avoir fait croire que je devais choisir entre sa reconnaissance et mon désir. Elle m'a tendu la lettre. Il avait compris. Trop tard. Mais il avait compris. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai simplement prise dans mes bras. Nous avons brûlé la lettre dans la cheminée. Ce n'était pas pour oublier. C'était pour recommencer. Nous sommes rentrés à Bordeaux plus proches. Plus calme. Elle m'a proposé de repartir de zéro. Pas en effaçant, mais en posant ensemble ce que nous voulions être. Elle a dit. Tu veux vivre avec moi? Vraiment? Et cette fois, ce n'était pas une fuite. Ni une protection. C'était une invitation. J'ai dit. Oui. Les mois ont passé. Nous avons repeint les murs. Invité des amis à dîner. Fait l'amour lentement. Rapidement. Fatiguée. Heureuse. Nous avons appris à nous taire sans nous quitter. À nous regarder sans demander. Parfois, je me souvenais de la fille que j'étais. La stagiaire trempée de pluie. Celle qui cherchait un avenir. Je souriais. Parce que j'avais trouvé mieux. J'avais trouvé le goût du vrai. Du présent. Un jour, sur le miroir de la salle de bain, elle a écrit au rouge à lèvres. Ce n'était pas une erreur. C'était toi. Et je savais. Je savais que cette histoire n'était pas parfaite. Ni simple. Ni sage. Mais qu'elle était notre. Qu'elle serait mon ancrage. Mon CRI. Ma vérité.